Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de pouvoir vous parler de ce sujet qui est un sujet que je trouve vraiment très important, le soignant face au stress et au burn-out, et une question qui est tout aussi importante, est-ce qu'on peut soigner et être heureux? Pour ma part, c'est une question que je me suis posée dans les 5 premières années de travail à l'hôpital où je pense tous les 3 mois, je me suis dit que j'allais arrêter ce job parce que c'était trop dur, trop de souffrance, que j'y arrivais pas. Et puis j'ai de nombreux amis qui ont le même genre de problème. Et c'est du coup un sujet qui me touche particulièrement. Comme le dit le chat, il y a peut-être pas forcément des gens qui sont que heureux et d'autres qui sont que malheureux, mais il y a aussi probablement tout le spectre du milieu. Et puis ben, c'est ce qu'on va un peu découvrir aujourd'hui. On va parler du stress, quelque chose, ben voilà, de nouveau dans mes premières années de travail que j'ai énormément vécu et que probablement tous les soignants vivent. On va parler des émotions, de nouveau, qui sont loin d'être simples à gérer quand on travaille comme soignant. On va parler du burn-out, qui est aussi quelque chose que j'ai vécu et où j'ai vu beaucoup de mes amis être en burn-out, être en pré-burn-out et même parfois arrêter les soins, quitter la médecine et changer de travail tellement ils étaient au bout. Et on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour éviter ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller mieux et est-ce qu'on peut vraiment être heureux? Pour ma part, je pense que oui. C'est pas facile, ça demande du travail, mais je pense que c'est possible. Donc c'est ça qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors allons-y. Tout d'abord, on parle du stress, la physiologie du stress pour bien saisir qu'est-ce que c'est que le stress. Vous pouvez cliquer sur le lien au-dessus. C'est toute une série de vidéos que j'ai fait sur le stress pour expliquer les liens entre le stress et les troubles fonctionnels et toutes les problématiques physiques dans le corps. Donc ça reprend en fait quelques aspects de cette présentation, mais surtout ça va beaucoup plus loin. Alors le stress, la première idée préconçue, c'est que c'est dans la tête. Eh ben désolé, c'est complètement faux. Le stress, c'est pas dans la tête. Le stress, c'est pas un truc psychologique et ça peut se soigner avec un psy pour les aspects psy, mais tout le reste du stress se soigne au niveau du corps. Le stress, c'est un truc vraiment très physique, donc qui agit sur votre cerveau, qui agit sur tout votre système nerveux automatique et autonome, donc tous vos nerfs dans le corps, qui va agir sur votre système immunitaire et comment est-ce que votre corps réagit face aux défenses par rapport à des choses qui pourraient le menacer. Et le stress est quelque chose qui est au niveau du sang, dans les hormones, donc qui sont les messagers du stress, comme l'adrénaline, comme le cortisol par exemple. Donc il y a tout un tas de messages dans le sang. Le stress se joue au niveau du cœur, au niveau des poumons qui sont extrêmement reliés au stress, le système digestif, les intestins et tous les autres organes de la digestion sont également reliés au stress. Les muscles, les fascias, le squelette sont complètement reliés et le sommeil aussi. Donc si vous voulez, en gros, tout votre corps est relié au système du stress, ce qui est normal. Parce que le stress, en fait, ça permet de faire l'équilibrage du corps. Alors à la base, le mot stress en médecine, c'était utilisé comme ça, c'est-à-dire les réactions d'équilibre du corps. Il y avait donc les réactions de calme et de repos qui mettent le corps plutôt à l'arrêt, et les réactions d'excitation et d'activité qui mettent le corps en mouvement. Et à la base, stress, ça voulait dire toutes les réactions d'équilibre. Et avec le temps qui est passé, le mot stress est plutôt dévié sur excitation-activité. Donc c'est la partie rouge et on a gardé la partie calme à gauche et du coup on a gardé le terme plutôt équilibre, homéostasie, donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors la partie du calme et du repos va utiliser le système nerveux autonome, donc le système nerveux parasympathique, et le système hormonal du calme, tandis que la partie du stress, donc qui va exciter le corps, va plutôt utiliser le système nerveux autonome sympathique et le système des hormones du stress, comme on l'a vu juste avant. Il n'y a ni bien ni mal. C'est pas que le calme est bien et que le stress est mauvais. Ça dépend de la situation. S'il y a une voiture qui vous fonce dessus,
et que vous restez complètement calme et que vous vous faites écraser, eh ben, votre système du calme était mauvais et votre système du stress était bon, s'il vous a permis de pouvoir sauter sur le côté. Donc ça dépend vraiment de la situation et ça dépend de l'équilibre. Le gros problème dans notre société actuellement, c'est qu'on a énormément d'excitation, énormément d'activité, parce que c'est bien, parce qu'il faut être fort, il faut être productif, il faut faire plein de trucs, et les gens qui se reposent et les gens qui sont calmes sont vraiment des feignants, c'est des paresseux. Et du coup, on a un énorme déséquilibre où on est tout le temps en train d'activer le système du stress et d'exciter notre corps, et on n'est jamais en train de se reposer et faire des moments de calme, et du coup, c'est cette balance qui est complètement déséquilibrée qui, elle, est mauvaise. Et il faut pouvoir retrouver l'équilibre si on veut être bien dans sa vie. Sinon, c'est impossible. Alors, si on reprend juste brièvement le système nerveux autonome, donc sympathique, celui du stress, un de ses buts, c'est de pouvoir permettre la fuite, comme le font ces chats, et un deuxième de ses buts, c'est de pouvoir permettre le combat, pour pouvoir se défendre face à un danger. Donc, soit fuir, soit combattre, ça, c'est ce que va faire le système du stress. Ensuite, comment est-ce qu'il fait ça? Il va d'abord mobiliser l'énergie dans le corps. Donc vous avez de l'énergie qui est stockée dans les muscles, dans la graisse, et le système du stress, avec les hormones du stress, vont permettre de sortir cette énergie des muscles et de la graisse, les remettre dans le sang pour qu'elle puisse circuler et être disponible par le reste du corps. Donc on va sortir les réserves d'énergie pour pouvoir les utiliser. Ensuite, le système sympathique va activer l'inflammation et le système immunitaire. Donc il va activer tout votre système immunitaire dans le corps et ça va permettre de déclencher la réaction d'inflammation. Et la réaction d'inflammation, c'est un petit lance-flamme qui met tout le monde en état d'alerte. Alors c'est extrêmement important parce que c'est cette inflammation qui est à la base de beaucoup de maladies dans les stress chroniques. Par exemple, les douleurs chroniques, dans les troubles fonctionnels, il y a énormément de ces problèmes qui viennent de l'inflammation qui est là en continu et qui brûle, qui vraiment va détruire le corps petit à petit. Ensuite, le système sympathique va redistribuer l'énergie parce que ce que lui, il veut, c'est fuir ou combattre. Donc, il a besoin d'envoyer l'énergie dans les poumons, dans le cœur, dans le cerveau et dans les muscles. Ça, c'est pour fuir, c'est pour combattre. Et il va l'enlever du système urinaire et digestif parce que c'est pas le moment de filtrer l'urine et c'est pas le moment de digérer quand on doit fuir ou combattre. Et l'autre chose que le système sympathique va faire avec le stress, c'est couper les parties frontales du cerveau, et ça on va y revenir un peu plus tard, mais c'est pour couper la réflexion, pour couper l'analyse et rentrer dans des processus plus rapides, automatiques. Donc on verra ça juste après. Maintenant, le système parasympathique, lui, il fait l'inverse. Donc, il va permettre le repos, il va permettre la récupération, il va permettre la réparation du corps. Donc, c'est vraiment tout le système qui nous permet d'aller mieux et puis de pouvoir réparer tous les dégâts dans notre corps. Donc, c'est des effets inverses. Par contre, il a aussi un effet de protection. En cas de grand stress, le système parasympathique peut faire du freezing ou du fainting, donc c'est-à-dire paralyser le corps ou faire perdre connaissance. Et tout ça, ça permet de faire le mort. Et il y a pas mal d'animaux qui utilisent cette technique de faire le mort pour pouvoir se sauver de leurs prédateurs, comme par exemple beaucoup d'antilopes le font. Et puis, par exemple, si elles se font attraper par un lion, le lion commence à les mordiller pour jouer un peu avec, et là, le système parasympathique coupe le contact. Elles sont complètement anesthésiées, elles ne sentent plus rien, elles sont comme mortes. Du coup, si le lion ne fait pas gaffe, puis tout d'un coup, il va se balader un peu à gauche ou à droite en pensant que l'antilope est morte, et elle peut se relever et pouf, partir en courant. Donc, c'est aussi le troisième moyen de défense en cas de gros stress, par notre système parasympathique. Alors maintenant, je te propose un petit exercice pour vraiment comprendre comment le cerveau il crée le stress. Et puis tu peux simplement laisser les yeux se fermer, prendre une grande respiration, et là où tu es, retrouver une situation de stress que tu as vécue récemment, par exemple.
et simplement commencer à revoir cette situation. Donc tu peux voir où est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu étais en train de faire, est-ce qu'il y avait des gens autour de toi, est-ce que tu étais seul, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce que tu as entendu comme bruit, comme son, qu'est-ce qu'il y avait comme couleur, et puis comment est-ce que tu te sentais physiquement. Est-ce que le cœur, la respiration était plus rapide, est-ce qu'il y avait une boule dans le ventre, une boule dans la gorge, est-ce que les pensées étaient un peu accélérées, est-ce qu'il y avait des émotions qui étaient là. Donc tu peux commencer vraiment à retrouver un peu tous les aspects de cette situation. Tu te focalises tranquillement, comme ça, tu gardes ton attention sur ces différents aspects. Et une fois que tu as l'impression que tu es bien connecté à cette situation, tu regardes maintenant comment est-ce que tu te sens là, là où tu es. Est-ce que y a eu des changements dans ton corps en repensant à cette situation de stress? Est-ce que tu te sens stressé peut-être maintenant? Est-ce qu'il n'y a rien qui a changé? Fais juste des petits comparatifs entre avant et après. Une fois que c'est bon, tu prends une grande respiration et tu rouvres les yeux, tu te réveilles complètement. Alors souvent, ce qui se passe quand on se connecte à une réaction de stress, c'est que on revit le stress. Et ça, c'est un truc qui est vraiment hyper important de comprendre comment notre cerveau va en fait percevoir le stress. Alors la perception du stress, c'est différent de la sensation du stress, parce que les sensations du stress, donc c'est toutes les sensations physiques qui sont liées au stress, à tous les changements, eh ben, elles représentent peut-être 15%, 20% maximum de la perception finale que le cerveau a du stress, celle que tu avais dans l'exercice. Alors il y a quoi d'autre qui permet de percevoir le stress? Ben, en fait, il y a tous les souvenirs qui sont liés au stress. Puis c'est ce que tu viens de faire. En te reconnectant à un souvenir du stress, en fait, juste là maintenant, probablement, tu n'as aucune raison de stresser. Tu es en train de regarder une vidéo, tu es assis, je ne sais pas exactement où, mais probablement dans un endroit où tu es en sécurité. Donc il n'y a aucune raison que le cerveau stresse. Mais en se reconnectant à des souvenirs dans lesquels il avait stocké le stress, eh ben, il recrée maintenant du stress dans le moment présent, et peut-être que maintenant tu te sens plus stressé que ce que tu étais juste avant cet exercice. C'est parce que dans la perception du stress, il y a plein de souvenirs du stress. Et dans ces souvenirs du stress, il y a plein d'émotions qui ont été stockées. Et ces émotions, en général, dans les moments stressants, c'est plutôt des émotions désagréables. Ça va plutôt être de la colère, ça va plutôt être de la peur, de la tristesse. En général, ce n'est pas toujours le cas. Mais ces émotions, elles sont là, elles ont été stockées dans les souvenirs et elles sont faciles à retrouver. Et du coup, elles redéclenchent des effets physiques sur le moment. Ensuite, il y a l'attention que le cerveau porte à la situation du stress. Alors l'attention, elle fonctionne vraiment comme une loupe. Dès qu'elle regarde quelque chose, ça devient beaucoup plus gros, beaucoup plus intense. Donc si on est très attentif à une situation qui nous stresse, eh ben, notre perception du stress va augmenter très fortement dans cette situation. Et c'est la même chose pour la douleur. Quand on a mal quelque part et qu'on y prête attention, la sensation de la douleur, elle augmente. C'est pareil pour la douleur que pour le stress. Ensuite, il y a tous les films mentaux, toutes les projections que le cerveau va se faire du futur. Alors, c'est vraiment un champion du monde pour ça. Hein. Mais attends, si je vais là et que je lui dis ça, il va penser ça. Du coup, je ne vais pas dire ça, je veux plutôt faire ci. Mais si je fais ci, ça va mal se passer. Du coup, j'y veux pas, surtout j'y vais pas. Donc il est tout le temps en train de créer des films du futur qui sont complètement faux en fonction de ce qu'il connaît de la réalité, de ses souvenirs, mais il faut juste bien se rendre compte que ça fait partie des milliards et des milliards de possibilités du futur qui existent. Est-ce que le cerveau a l'impression qu'il va se passer, il est vraiment certain que ça va se passer comme ça? C'est du bullshit, c'est complètement faux. Et du coup, il va créer du stress en fonction d'une situation future, et comme il est en train de voir cette situation future, eh ben il est en train de coller des émotions sur cette situation, il est en train de coller des sensations sur cette situation, et il est même en train de créer des souvenirs d'une situation future qui n'existe pas, tout en focalisant l'attention dessus. Donc tous ces films futurs sont complètement faux, mais peuvent créer
des monstres problèmes sur le moment présent parce qu'ils vont réactiver toutes les zones du stress. Alors une fois que le cerveau a ces 5 facteurs qui vont créer la perception du stress, il met tout ensemble, il regroupe tout, et là on a la perception du stress final, donc celle que tu ressens quand tu repenses à une situation du stress. Et c'est super intéressant et super important de comprendre ça, parce que ça te permet de pouvoir comprendre comment le stress il est créé, et du coup sur quoi tu peux travailler pour diminuer le stress dans une situation. Parce que ce qu'il faut bien imaginer, c'est que c'est pas la situation qui est stressante. Parce qu'il y a des gens dans la même situation que toi, ils vont pas du tout stresser. Ils vont être tranquilles, ils vont peut-être même trouver ça super cool. Donc ça veut dire que c'est pas lié à la situation, c'est uniquement lié à comment ton cerveau se représente la situation, comment ton cerveau perçoit la situation. Et si tu changes ces 5 éléments, les émotions, la mémoire, les sensations, l'attention, les projections de la situation, eh ben, le cerveau va changer sa perception du stress et peut-être qu'elle va augmenter, peut-être qu'elle va diminuer, peut-être qu'elle va disparaître et que tout d'un coup, cette situation qui était une situation embêtante pour toi va devenir une situation simple, peut-être banale ou peut-être même intéressante. Donc on peut vraiment avoir un travail et un accès direct sur ces 5 représentations, par exemple avec l'hypnose ou la méditation. Maintenant, parlons un tout petit peu de la réaction d'adaptation face au stress et au burn-out. Alors normalement, le stress, la ligne verte, a un niveau de base comme ça, et il se passe quelque chose. Donc par exemple, on te demande de faire une présentation devant toute ton équipe, et là, tout d'un coup, c'est un peu le « Oh my God ». Mince, c'est sur moi que ça tombe. Donc tout d'un coup, pouf, il y a tout qui s'éteint et après, il y a la phase d'alarme. Donc il faut y aller là. Là, j'ai la présentation à faire, il y a tout le monde qui va me regarder, il y a les chefs qui sont là, donc il faut vraiment que je me donne. Et donc on a une bonne montée de stress au niveau du système nerveux, au niveau du système des hormones, et ça permet de sortir l'énergie pour pouvoir faire cette présentation. Et normalement, une fois que tu as fait ta présentation, et bah, le stress redescend et on passe dans un mode de repos et on revient ensuite au niveau de base. Ça, c'est comme ça se produit en général pour plein de trucs dans la journée. Maintenant, dans les soins, il n'y a jamais d'arrêt. Il n'y a jamais vraiment de situation calme. On est tout le temps confronté à des stress et du coup, on rentre dans une phase de résistance. Donc, c'est-à-dire que il n'y a jamais d'arrêt, il n'y a jamais de repos par rapport au stress. Et du coup, dans la phase de résistance, le corps est en train de tirer les réserves. Il est en train de sortir l'énergie pour résister par rapport à tout ce stress extérieur et intérieur et pouvoir tenir. Alors, c'est une phase qui est un peu bâtarde parce que dans cette phase-là, vous avez plein de cortisol qui est sorti dans le corps et qui permet de donner l'énergie nécessaire. Et le cortisol a un effet euphorisant. Et du coup, ça veut dire que quand vous avez plein de cortisol, vous vous sentez vraiment super bien. Vous vous sentez super fort, vous avez l'impression de pouvoir faire plein de trucs, d'être super efficace, d'être vraiment champion du monde. Vous regardez vos collègues, vous dites « Non, mais moi j'arrive à faire 3 trucs quand lui il en fait un. Franchement, il est vraiment nul. Moi je suis vraiment trop fort. » Et du coup, c'est vraiment une phase, si vous êtes là-dedans, c'est que vous êtes au début de la fin. Parce qu'une fois que vous avez tiré toutes vos réserves, eh ben, on rentre dans la phase d'épuisement. Et là, le cortisol, il commence à baisser. Soit le cortisol baisse en quantité, soit les rythmes de cortisol commencent à s'aplatir entre le matin et le soir. Et là, c'est pas la même chose, parce que vous êtes en train de cramer vos allumettes, et vous arrivez au bout de l'allumette. Et quand on arrive au bout de l'allumette, eh ben, c'est vachement moins rigolo, parce qu'on n'a plus l'effet euphorisant du cortisol, donc on rentre plutôt dans une phase un peu plus dépressive. On n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à mémoriser, on met 3 fois plus de temps pour faire la même chose que ce qu'on faisait avant, et on rentre dans des spirales négatives où on n'a plus l'énergie nécessaire pour travailler. C'est comme si votre voiture, elle avait plus d'essence, et ben elle peut plus avancer. Et si on descend encore plus bas,
eh ben, on passe dans la phase de burn-out. Et en burn-out, comme c'est écrit en anglais, vous avez tout cramé. Il n'y a plus d'énergie. Et c'est pas une question de volonté, c'est juste que vous pouvez plus. Vous n'avez plus l'énergie pour faire fonctionner vraiment votre cerveau, vous n'avez plus l'énergie pour faire fonctionner votre corps. Et en burn-out, il vous faut des mois et des mois pour récupérer, pour rentrer dans une longue phase de repos et retrouver l'énergie qui a été complètement cramée. Donc ça, c'est tout notre processus d'adaptation. Qu'est-ce qui se passe dans la phase de résistance, dans ce moment où vraiment on peut tenir face au stress? C'est qu'en fait, votre ligne de base du stress, est, par rapport à la ligne maximum, la ligne de base va commencer à monter de plus en plus, parce que vous êtes dans un état de stress chronique qui augmente tranquillement avec le temps. Et plus la ligne de base augmente, plus la différence entre la base et le maximum, ça devient petit. Donc vous avez de moins en moins de marge. En fait, votre organisme devient a vraiment plus de possibilités de s'adapter par rapport à des stress extérieurs et à l'environnement. Donc plus ça monte, moins vous pouvez vous adapter. Et il y a un moment ou l'autre, vous arrivez vraiment plus à vous adapter du tout. Et du coup, on n'arrive plus à supporter le stress et on commence à rentrer dans la phase d'épuisement. Et c'est dans ce moment de résistance que des tout petits stress peuvent nous faire exploser. Et on se dit, mais attends, c'est juste un minuscule petit truc que je lui demande, et là, tout d'un coup, il s'effondre en pleurs, il en peut plus, ou il pète un câble. Mais en fait, c'est juste, vous n'avez aucune capacité d'adaptation, et même un tout petit stress, vous êtes incapable de pouvoir le tolérer, parce que votre marmite, elle est pleine. Alors maintenant, passons aux émotions, qu'on a vu un petit peu le stress. Une émotion, c'est quoi? Alors, c'est intéressant parce que c'est un terme que tout le monde emploie et franchement, les émotions, c'est pas très clair. C'est très débattu dans la communauté scientifique. Il y a plein de théories sur les émotions pour savoir exactement qu'est-ce que c'est, d'où elles viennent, où c'est qu'elles commencent, où c'est qu'elles s'arrêtent, c'est quoi la différence entre une émotion, entre un sentiment, entre un ressenti, un état d'âme. C'est pas du tout clair. Donc il y a vraiment plein de questionnements par rapport à c'est quoi une émotion. Il y a quelques particularités de base que les scientifiques ont pu mettre ensemble, pour lesquelles ils sont quand même relativement d'accord. La première, c'est que les réactions, elles sont automatiques. Vous n'avez pas de contrôle direct pour créer ou pour supprimer une émotion. C'est automatique et c'est géré par la partie du cerveau qui s'appelle le système limbique. Deuxième, c'est que les émotions, ce sont des processus de transformation physique. C'est pas un truc psychologique, les émotions. C'est un truc qui est très physique. Ça va transformer le corps. Et c'est reproductible, donc ça veut dire que la colère va transformer le corps relativement de la même manière, la peur, ça va être à peu près les mêmes transformations, la joie aussi, la tristesse aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près la même chose d'une personne à l'autre et d'une culture à l'autre, parce que les émotions sont quelque chose de très ancien dans l'évolution. Les animaux ont aussi des cerveaux qui leur permettent de ressentir les émotions, donc c'est quelque chose qui est vraiment vieux, et du coup qui est relativement commun. Et la peur, la tristesse, la colère, la joie, les autres émotions vont transformer physiquement le corps à peu près de la même façon d'une personne à l'autre. Un truc extrêmement intéressant, c'est que les émotions, elles sont bidirectionnelles. C'est-à-dire que elles peuvent être créées par le cerveau, ça on le sait, c'est notre vision générale des émotions, c'est qu'on pense à quelque chose qui nous met en colère et on devient en colère et notre corps se tend et se met en colère, comme vous avez pensé au stress tout à l'heure et il s'est mis en mode de stress. Ok, mais maintenant, le corps est capable lui aussi de créer des émotions. Et là, c'est super intéressant parce que comme en fait, par exemple, si on prend la colère fait des transformations physiques dans votre corps. Si vous êtes à un moment où vous êtes tranquille, vous êtes calme, et que vous faites exprès de reproduire les transformations physiques de la colère, par exemple la tension dans les muscles, et en fait, votre cerveau va analyser ces changements de transformation physique,
il va analyser ça comme étant de la colère et du coup il crée de la colère. Donc en transformant votre corps, vous êtes capable de créer ou de supprimer des émotions. Et du coup, on n'a aucun contrôle direct sur les émotions. On ne peut pas changer notre système limbique. Par contre, on a un contrôle indirect par le corps. Et en transformant notre corps, on peut donner des messages à notre cerveau qu'il faut enlever, diminuer, augmenter ou créer une émotion. Donc là, on a vraiment un contrôle indirect, mais qui est très très efficace en travaillant par le corps. Puis c'est pour ça que y a tout un tas de techniques qui travaillent sur le corps. Si vous faites de la musique, si vous faites de la danse, si vous faites du yoga, si vous faites de la méditation, de l'hypnose et tout un tas de milliers d'autres techniques qui vont avoir des influences physiques et qui vont créer du coup après des changements dans votre cerveau au niveau des émotions. Les émotions, c'est un moyen de communication qui est très rapide, qui est très ancien, qui est automatique et qui se diffuse. Donc c'est vraiment comme des petites ondes qui peuvent se diffuser et on est tout à fait capable, dès qu'on rentre dans une pièce, de sentir en une seconde quelle est l'ambiance de la pièce. Est-ce que c'est cool? Est-ce que c'est bof? Est-ce que c'est stressant? On sent ça tout de suite parce que les émotions se diffusent et se partagent entre les gens. Dans chaque perception de votre cerveau, il y a des émotions collées. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a aucune sensation physique qui n'a pas une émotion collée. Il y a toujours des émotions. On ne les sent pas toujours. Elles ne sont pas toujours très fortes. Des fois, elles sont agréables. Des fois, elles sont désagréables. Des fois, elles sont neutres. Mais il y a toujours un scan de notre système limbique qui filtre chaque sensation, chaque information qui rentre et qui colle des émotions dessus. Alors, ça sert à quoi de scanner toutes les informations? Et ça sert à quoi les émotions? Ça sert à la survie. Ça, c'est le rôle principal des émotions. C'est de pouvoir éviter les dangers. Donc, une fois qu'il y a un ours qui vous a couru dessus et que vous avez ressenti de la peur, si vous êtes encore vivant et que vous avez de nouveau un ours qui vous court dessus, et tout de suite, il y aura la peur qui sera beaucoup plus rapide à se mettre en place et du coup qui va vous faire gagner du temps pour partir et essayer de vous sauver. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, les émotions, dans l'apprentissage pour éviter les dangers. Et à l'inverse, dans l'apprentissage des activités qui nous procurent du plaisir et qui sont plutôt bonnes pour notre corps et bonnes pour notre survie. Donc par exemple manger, par exemple boire, par exemple la reproduction, ce sont des activités qui sont déclenchées en grande partie par les émotions. Et à notre époque, on ne mange pas parce qu'on a faim. On mange parce qu'on est stressé, on mange parce qu'on est en colère, on mange parce qu'on est content de faire un repas en famille, mais ce n'est pas la faim qui nous pousse à manger, c'est vraiment le système émotionnel. Et c'est pareil pour la reproduction, l'acte sexuel, et ça cause tout un tas de soucis. Alors les émotions, on peut vraiment les considérer comme des messages. Et c'est des messages qui sont vraiment hyper importants. Et pour ma part, je me pose la question de savoir si les émotions, c'est finalement pas notre sixième sens. Parce que ces messages sont absolument capitaux et nous permettent de savoir, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Ça nous donne des informations très précieuses sur nos souvenirs, sur nos projections mentales du futur et sur qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau une fois qu'on arrive à les lire. Alors si on prend la peur, par exemple, la peur, elle nous donne le message qu'il y a quelque chose de dangereux et qu'il faut enclencher le réflexe de fuite ou de combat. Et la peur va utiliser la réaction de stress pour éviter ce danger. Donc quand on a peur, c'est souvent qu'il y a quelque chose que notre cerveau voit comme un danger. Et si on n'est pas capable d'y faire face, on va fuir. Si on est capable de faire face à ce danger, que notre cerveau pense qu'on a les capacités, il peut transformer cette peur en colère, et du coup, il va créer l'agressivité, il va mobiliser les ressources pour pouvoir combattre. Donc la colère nous indique qu'il y a aussi un danger, mais qu'on a les compétences, la force pour pouvoir le combattre.
La tristesse, c'est plutôt que quelque chose à laquelle on tenait a disparu et que du coup on est plus vulnérable. C'est comme s'il y avait une personne ou un objet qui nous permettait de nous sentir en sécurité, et ben, qui a disparu. On perd un bout de notre armure, de notre bouclier, parce que cette personne n'est plus là ou cet objet n'est plus là. Et du coup, eh ben, on a une faiblesse qui est mise à jour. Et du coup, on peut être triste de tout ça. Alors, il y a plein de façons d'interpréter les émotions, mais ça peut en être une pour comprendre quels sont les messages que notre cerveau nous donne. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez peur, où vous avez de la colère, plutôt de dire «Ah, mais cette personne, il m'énerve, c'est vraiment un con», allez regarder dans votre cerveau et dites-vous «Mais attends, pourquoi je suis en colère face à cette personne? Quel est le message que mon cerveau me donne? À quoi ça fait référence? Est-ce qu'il y a des souvenirs de situations qui étaient semblables? Est-ce que c'est parce que je me fais des films sur ce qui pourrait se passer? Allez observer ça et tout d'un coup, les émotions ne deviennent plus positives ou négatives parce que ça dépend de la situation. Il y a des situations, c'est très bien d'avoir peur. Il y en a d'autres, ça ne sert à rien du tout. Donc, de nouveau, on peut utiliser ces émotions comme message. Alors, trop d'émotions et trop de stress vont éteindre votre système du front. Ça, c'est ce qu'on disait au début. Alors, pourquoi? On pourrait se dire, mais attends, s'il y a un ours qui me court dessus, ce serait quand même bien plus intelligent de pouvoir réfléchir à la meilleure des solutions pour me sauver. Oui, mais non. Parce que, en fait, réfléchir, ça prend du temps. Et du coup, dans le processus de survie, votre cerveau a décidé que ce temps allait vous faire probablement, vous aurez beaucoup plus de chances de mourir si vous prenez le temps de réfléchir à cet ours en vous disant mais attends, il arrive comme super vite, il a des grandes dents, et puis moi, où c'est que je pourrais courir, attends, je regarde les arbres, peut-être celui-là je pourrais monter, ah ben il m'a bouffé, trop tard. Donc votre cerveau, ce qu'il va faire, c'est quand il y a vraiment une grosse dose de stress, il vous coupe l'électricité dans les parties réflexives et on peut avoir des états de dissociation, donc c'est-à-dire dans les états vraiment de stress très importants, l'esprit décolle du corps et on peut se voir à la troisième personne, depuis en haut, depuis à droite ou à gauche, en étant en dehors de son corps. Et ce sont des choses qui arrivent dans les grands états de stress. Ça permet de protéger en fait l'esprit du corps et de toutes les choses désagréables qui peuvent arriver là. Dans des états plus petits, par exemple, vous êtes devant votre examen et pouf, vous avez vraiment le voile blanc, comme ça, vous n'avez plus aucun souvenir de ce que vous avez appris, vous êtes absolument incapable de retrouver quoi que ce soit par rapport à cette matière, et du coup, vous n'arrivez rien à écrire. Dans ce cas-là, c'est juste que voilà, votre système du stress a tellement stressé par rapport à cet examen qu'il vous a coupé vos parties réflexives, il vous a coupé la mémoire et vous n'avez plus accès à ces informations. Donc si ça vous arrive, il faut vous poser, il faut respirer, il faut réactiver du calme et tout d'un coup, ça revient après. Alors maintenant qu'on a vu un peu le stress et les émotions, parlons du burn-out. Alors c'est quoi le burn-out? C'est un syndrome qui est professionnel, donc qui est lié au travail, avec 3 symptômes. Le premier, c'est un épuisement émotionnel. Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis épuisement général, parce qu'il y a un épuisement physique également important. Quand vous êtes en burn-out, vous êtes absolument cuit. Il y a une dépersonnalisation ou un cynisme. Donc, le burn-out, ça change la personnalité des gens qui deviennent beaucoup plus froids, beaucoup plus distants, et où on a l'impression qu'ils n'ont plus d'émotions parce qu'ils n'ont plus d'émotions. Ils n'ont plus la capacité vraiment de ressentir des émotions, et du coup ça donne des trucs complètement fous dans les soins où on a un tas de remarques genre ah mais attends, il y a encore la vieille là du 103 qui s'est chiée dessus, elle fait chier, elle nous a pas appelé, du coup on va la laisser traîner 30 minutes dans sa merde, puis comme ça peut-être elle apprendra. Et toi t'écoutes ça de l'extérieur et tu te dis mais attends, c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il fait ce travail? Pourquoi est-ce qu'elle fait ce travail? On ne peut pas être soignant et parler des gens comme ça. Et la plupart du temps, ces personnes-là sont dans des états de burn-out, ces soignants sont dans des états de burn-out, et ils sont complètement à l'ouest. Ils n'ont plus la capacité
de pouvoir ressentir vraiment des émotions. Ils deviennent extrêmement froids, extrêmement durs, et du coup, ça fait énormément souffrir les gens avec qui ils sont. Le troisième symptôme du burn-out, c'est qu'on a vraiment une réduction du sentiment d'accomplissement personnel, donc on perd le sens. On se dit, mais attends, franchement, ce travail, c'est vraiment horrible, moi je veux pas faire ça de ma vie, je suis pas d'accord avec ça, en plus je suis nul, de toute façon j'arrive rien à faire, je fais que des bêtises, et on se dévalorise complètement. Et c'est impressionnant, c'est que quand on est en burn-out, franchement, on s'en rend pas compte au début. Alors, pour l'avoir vécu, c'est impressionnant. On s'en rend pas compte, on a l'impression que ça va, on a l'impression qu'on gère, on a l'impression juste qu'on a pris un peu de la distance avec les soins. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. On est complètement en burn-out et il faut du temps avant de réaliser qu'en fait, ben oui, on est complètement cuit et qu'il va peut-être falloir penser à se reposer un peu. Alors, je vous propose maintenant de regarder un peu quelques chiffres sur les soignants et le burn-out. Alors, d'une étude qui a été faite au CHUV à Unisanté en 2022, et on a comparé la population suisse avec les professionnels de la santé. Puis, ce qu'ils ont montré dans cette étude, c'est qu'au niveau épuisement émotionnel, il y avait à peu près 24% de la population suisse. Donc, ça veut dire une personne sur 4 qui est épuisée émotionnellement à cause de son travail. Et chez les soignants, c'était plutôt 15%. Alors, moi, je m'interroge un peu parce que franchement, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus que 15% quand je regarde mes collègues et les différents services où je suis passé. Mais voilà. Au niveau burn-out global, la population suisse est à 12% et les professionnels de la santé sont à 18%. Donc, ils sont un petit peu plus en burn-out que la population suisse. Et en burn-out sévère, donc ils cochent les 3 symptômes de burn-out, mais vraiment sévères. 3% pour la population, 5% pour les soignants. Et du coup, ça, c'est de nouveau un peu plus. Alors si on met tous ces chiffres ensemble, il y a 38% des soignants dans cette étude qui sont avec un épuisement émotionnel ou un burn-out. Ça veut dire qu'il y a plus qu'une personne sur 3 qui est incapable de pouvoir faire son métier comme il faut. Parce que si vous avez plus de possibilités de recevoir des émotions, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut envisager de soigner des gens. Donc il y a une personne sur 3 dans les soins qui n'est plus capable de faire son job comme il faut parce qu'il est trop épuisé et qu'il est vraiment trop fatigué. C'est juste un truc complètement hallucinant. Alors maintenant, regardons qu'est-ce qui nous épuise finalement dans les soins. Au niveau physique, la charge de travail. Il y a une grosse charge de travail. Le métier des soins est un métier qui est physique parce que on est tout le temps debout, on est en train d'aider des gens à faire des choses, il faut les aider parfois à se lever, à se retourner. Donc il y a certains métiers dans les soins qui sont vraiment des métiers très physiques. À côté de ça, il y a les horaires qui sont aussi importants. Et par exemple, quand je regarde pour les médecins, l'horaire légal pour les médecins, c'est entre 42 heures et 50 heures de travail. Donc les hôpitaux peuvent vous faire bosser jusqu'à 50 heures et c'est légal. Alors que pour une personne suisse, normalement, c'est 42 heures la semaine. Donc vous bossez 8 heures de plus, donc un jour gratos, comme ça, par semaine, et vous devriez être comme ça, performant en travaillant un jour de plus que n'importe qui dans une semaine. C'est impossible. En plus de ça, c'est 50 heures, ça c'est ce qu'il y a sur le papier, mais la réalité du terrain, elle est quand même tout autre. Il y a plein de services où vous travaillez plus que 50 heures. Vous travaillez 60, 70, 80, il y a des gardes, il y a des piquets, il y a des trucs qui s'enchaînent. C'est absolument illégal. Les hôpitaux n'ont pas le droit de faire ça. Mais ils le font quand même parce que c'est toléré, parce que les médecins ont peur de dire quoi que ce soit, ont peur pour leur poste, ont peur pour leur carrière, et du coup c'est un système qui périclite comme ça et qui continue. La majorité du temps les heures supplémentaires sont pas comptées. Pour faire 15 minutes d'heures supplémentaires, il faut aller voir 3 personnes, justifier de toutes les minutes qu'on a fait en supplémentaire. Enfin, c'est vraiment juste hallucinant. Alors les horaires sont importants et en plus de ça, on est vraiment dans une période de crise un peu sanitaire à l'échelle mondiale. Alors le climat est en train de partir en cacahuète avec
toutes les pandémies, toutes les épidémies, il y en a de plus en plus depuis 30 ans, et ça va faire que augmenter. La population sur Terre est en explosion, qui est complètement fou. Il y a des milliards d'êtres humains qui sont nés ces 100 dernières années, et du coup on est dans un régime de surpopulation, on n'a pas assez d'énergie pour tout le monde, donc on est dans une phase de crise énergétique, et en plus, au niveau économique, franchement en ce moment ça tangue énormément, donc on est probablement dans une crise économique. Alors, on a le climat qui va pas, il y a beaucoup trop d'humains sur cette planète pour l'énergie qu'on a, et en plus, l'économie est en train de vraiment brinque-baller. Donc, les gens vont pas aller mieux ces prochaines années. Il va y avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, et les gens vont aller mal au niveau physique, au niveau psychologique, donc il va y avoir énormément de travail. Au niveau des horaires, une bonne partie des métiers dans les soins sont des horaires irréguliers ou du travail de nuit, parce que l'hôpital continue de fonctionner la nuit. Et ce genre de travail, ça explose les rythmes. Ça explose les rythmes alimentaires, ça explose les rythmes de sommeil, les rythmes de cortisol, et le corps a énormément de mal à pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout d'un coup est-ce que toute la nuit on se réveille, pourquoi le jour d'après on dort toute la nuit, c'est pas concevable pour lui, et du coup ça crée énormément de perturbations biologiques dans le corps qui sont très fatigantes. Sur le plan émotionnel, il y a plusieurs choses qui vont aussi nous fatiguer. Le premier, c'est qu'on travaille avec la souffrance. En général, les gens qui vont voir des soignants, c'est pas parce qu'ils vont super bien, c'est parce qu'ils ont mal quelque part, parce qu'ils ont une maladie, parce qu'ils souffrent. Du coup, toute la journée, on va baigner dans la souffrance. On va parler de choses difficiles, on va parler parfois de maladies, certaines ont des traitements, d'autres n'en ont pas, on va devoir parler de mort, on va devoir parler de pronostics de vie, donc c'est vraiment des choses qui sont difficiles, qui soulèvent énormément d'émotions chez les patients. Et si c'était que chez les patients, ça irait, mais comme on a vu, nos collègues dans les soins sont épuisés. Et du coup, nos collègues sont aussi en grande souffrance, et du coup, dans les petits moments de pause entre les patients, où on pourrait pouvoir discuter d'autres choses avec les collègues et pouvoir se changer les idées et rentrer dans des cercles plus positifs, eh ben non, parce que nos collègues souffrent, nos collègues se plaignent, et du coup, c'est voilà, mais ce service, c'est pas possible, les horaires, machin, et puis lui, il fait pas son travail, je dois passer derrière lui à chaque fois. Enfin, il y a des plaintes qui sont justifiées, bien sûr, mais il y en a d'autres, il faut sortir de tous ces cercles de plaintes toute la journée, parce que sinon, on passe toute notre journée à parler que de choses négatives. Donc notre cerveau s'entraîne à travailler sur du négatif. Pour lui, c'est la normalité, c'est la réalité, tout est négatif, rien ne va, et c'est épuisant. Alors, moi, je vous invite vraiment à réfléchir à la différence entre douleur et souffrance, parce que la douleur, il y a des gens qui ont de la douleur et qui n'ont aucune souffrance. Ils peuvent avoir des maladies qui sont très douloureuses et ne pas du tout souffrir, ou très peu souffrir. Et des gens qui n'ont aucune douleur et qui souffrent énormément. Et ce qui nous épuise vraiment dans les soins, c'est la souffrance. Alors, je vous invite vraiment à réfléchir à la différence entre les deux. Ensuite, le manque de sens. Alors, c'est sûr que ces dernières années, notre médecine est en train de tendre vers la médecine américaine. Il y a de plus en plus de charges administratives, de plus en plus de charges juridiques, et on est de plus en plus en train de soigner pour se protéger d'une plainte, plutôt que de soigner pour aider des gens, à l'hôpital en tout cas. Et du coup, ça c'est épuisant, parce que vous pouvez passer quelques minutes auprès d'un patient, et il faut passer 1 heure après sur l'informatique pour remplir le dossier, et puis machin, et puis truc, il faut noter tout ce que vous avez fait, parce que si jamais il y a une plainte, il faut que vous soyez couvert. Et disons, en tout cas pour ma part, quand je me suis engagé dans les soins, c'était pas pour passer les 3/4 de ma journée à remplir des papiers administratifs, c'était plutôt pour aider des gens. Et donc, on peut vraiment perdre ce sens de soigner. Ça peut arriver avec ces problèmes administratifs et juridiques. Ensuite, il y a la question de responsabilité. Alors, c'est vraiment une question qui est très importante. On n'est pas des super-héros.
C'est pas parce qu'on est soignant qu'on est des super-héros. On gère pas les émotions mieux que les autres, on gère pas le stress mieux que les autres, on n'a pas des corps physiques qui peuvent tenir dans la longueur plus que les autres. Et la preuve en est que les soignants souffrent et tout autant, voire plus que la population. Donc on n'est pas des super-héros, on ne peut pas faire des choses qui sont impossibles à faire par les autres êtres humains. C'est pas possible. Donc il faut juste revenir sur Terre, on est des humains comme les autres, si on dort pas pendant 7 jours de suite, eh ben on peut pas être compétent, on peut pas être empathique et on peut pas aider des personnes à aller mieux. C'est absolument impossible. Ensuite, on n'a pas la vérité. Et alors ça, vraiment, je vous invite à faire très très attention à ça parce que la médecine scientifique n'a pas la vérité absolue sur le fonctionnement du monde, sur le fonctionnement de l'univers. C'est pas une religion. On n'est pas des prêtres, on n'est pas des gourous, on n'est pas là pour expliquer aux gens comment atteindre le paradis et éviter l'enfer. On est là vraiment pour les aider à aller mieux et pas pour proclamer des vérités universelles. Et il faut faire très très attention à ça parce que notre société a un peu lâché les religions et c'est un peu centré sur la science en disant ben voilà, la science explique tout, la science a la vérité, c'est prouvé par les études. Non, ce n'est qu'un point de vue de la réalité. Il y a plein d'autres points de vue de la santé qui sont pas scientifiques, qui sont pas evidence-based. On peut penser par exemple toutes les médecines traditionnelles, et elles sont justes. Selon leur point de vue, selon leurs croyances, ces médecines sont justes et elles aident des milliards d'êtres humains sur cette planète à aller mieux, tout comme la médecine scientifique. Donc restons très humbles, on n'a pas la vérité, c'est pas à nous de vraiment guider le patient sur la voie du paradis, on peut simplement lui donner un peu des conseils comme ça pour aller mieux, ou l'aider concrètement si on sait faire quelque chose qui va mieux. La responsabilité, elle est partagée dans les équipes. Ça, c'est un truc à l'hôpital qui est incroyable, c'est que quand tout va bien, c'est l'équipe en général qui partage la responsabilité. On n'a pas envie de dire que c'est qu'une seule personne. Par contre, quand ça va mal, la responsabilité est remise sur le supérieur hiérarchique, qui le remet sur son supérieur hiérarchique, qui le remet, blablabli. Et en général, en bout de course, on arrive sur les médecins qui sont à l'hôpital pour l'instant. Au niveau hiérarchique, c'est eux qui ont la responsabilité, ce qui est complètement aberrant parce que c'est pas à eux de tout décider. Les médecins travaillent en équipe, ils n'ont pas toutes les connaissances, ils savent absolument pas tout faire. Et s'il y avait aucun autre soignant dans l'hôpital, ils peuvent rien faire, ils peuvent pas aider les gens. Donc chaque personne d'une équipe médicale a un point de vue du patient et son point de vue est hyper important, son job est hyper important. Et en fait, chacune de ces personnes porte un bout de la responsabilité que le patient aille mieux. Si le médecin fait son travail super bien, mais que tous les autres font rien du tout, la personne va pas aller mieux, c'est pas possible. Et à l'inverse, s'il y a une ou deux personnes qui font vraiment mal leur travail ou qui ne le font pas du tout, même si tous les autres le font bien, les gens vont pas mieux. Donc c'est important de pouvoir vraiment partager cette responsabilité. Aussi quand ça va mal, c'est sûr que c'est plus facile de le balancer sur les autres et puis comme ça, c'est lui qui a la responsabilité, débrouille-toi, c'est à toi de décider si il faut donner ce traitement ou pas et puis peut-être il va mourir, ce sera de ta faute. Mais non, c'est hyper salaud en fait et c'est pas du tout la réalité du terrain. Ensuite, la responsabilité est partagée avec le patient. Et ça, c'est hyper important aussi. On a quand même une médecine qui sort d'une habitude très paternaliste, où les soignants sont tout puissants, ils expliquent la vie aux patients, c'est comme si qu'il faut faire et pas comme ça, et surtout faites ci. Mais attention, ça c'est être un prêtre, c'est être un gourou. On est là pour partager nos connaissances avec le patient. On est là pour lui dire, voilà, selon la médecine scientifique, et c'est qu'un point de vue, moi je comprends votre situation comme ça, et on pourrait faire ça, ça ou ça.
Alors je vous explique les différentes choses et puis après vous choisissez. C'est le patient qui choisit comment il a envie de se soigner. C'est le patient qui choisit avec quel genre de médecine il a envie de se soigner, s'il veut prendre des traitements ou pas et en assumer les conséquences. Le patient est responsable de sa vie, il est responsable de ses soins et c'est pas à nous en tant que soignants de porter cette responsabilité. On est là pour partager notre savoir, partager nos informations et notre point de vue et s'assurer qu'il a bien compris. Et après, pour décider avec lui et travailler ensemble. Mais il faut redonner la responsabilité aux patients. C'est à eux de choisir comment ils ont envie d'être soignés. C'est super important. Parce que sinon, on prend toute la souffrance d'un patient, 2, 3, 4, 10, 100, et puis après on explose. On ne peut pas décider pour 100 personnes, ou 1000 personnes, ou 5000 personnes, comme les généralistes, ils ont des fois 5000, 6000, 7000 patients. Comment vous voulez porter la responsabilité de toute la vie de ces gens? C'est absolument impossible. On ne peut que les laisser décider et leur donner nos connaissances et les aider à vraiment comprendre ce qui se passe du point de vue scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire alors pour éviter de s'épuiser, pour éviter de partir en burn-out et pour essayer d'aller le mieux possible dans notre vie? Alors, le plus important, c'est de trouver du sens. On n'a qu'une seule vie sur Terre. À quoi est-ce qu'on a envie d'utiliser notre vie? On ne sait pas quand on va mourir. Peut-être demain, on sera mort. Alors, si demain on est mort et qu'on regarde en arrière tout ce qu'on a fait dans notre vie, est-ce que ça avait du sens pour nous? Oui ou non? Si la réponse est non, je vous invite très vivement à maintenant trouver quelque chose qui a du sens pour vous, parce que c'est super important. C'est ça qui va donner la motivation et c'est ça qui va permettre d'aller bien. Si on fait quelque chose qui n'a absolument aucun sens, comment est-ce qu'on peut être heureux? C'est pas possible. Ensuite, c'est de commencer à trouver de la connaissance. Socrate disait « connais-toi toi-même ». Et c'est vraiment une petite citation qui est super importante parce que par rapport à la santé, si vous connaissez rien de comment fonctionne votre cerveau, si on connaît rien de comment fonctionne notre corps, comment est-ce qu'on peut faire pour aller mieux? C'est pas possible. On sait déjà pas ce qui se passe et on sait pas comment changer les trucs. Donc on est obligé d'amener de la connaissance pour se dire ok, d'un point de vue scientifique, les choses elles fonctionnent comme ça et du coup moi je peux faire ci, ça ou ça. Et ensuite on peut commencer à changer des trucs. Et c'est super important de pouvoir savoir un peu ce qui se passe. Ensuite c'est dormir. C'est le seul truc que vous devez faire, si vous voulez en faire un, pour que votre vie aille mieux. C'est dormir. C'est le truc le plus important de notre journée. Parce que c'est pendant le sommeil qu'il y a des processus extrêmement importants qui se passent, qui sont possibles que pendant le sommeil, qui permettent le calme, qui permettent le repos, qui permettent la récupération, le nettoyage du corps. Donc dormir, 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 c'est le plus important. Si vous commencez à enlever des heures de sommeil pour pouvoir travailler plus et faire plus de trucs, vous déséquilibrez complètement la balance de stress et de calme et on arrive au devant de la catastrophe et du burn-out. Ça, c'est évident. Ensuite, c'est réfléchir à son alimentation. Parce que on est ce qu'on mange, on est ce qu'on boit. Et c'est un petit peu bête, mais si on mange que du fast-food et qu'on boit que du Coca-Cola, par exemple, au bout de quelques mois, nos muscles vont être reconstruits à base d'aliments qui viennent du fast-food. Donc on a des muscles fast-food et on a du sang qui est reconstruit à base d'aliments qui viennent du Coca-Cola et du fast-food. Donc on a du sang Coca-Cola. Et comment est-ce que le corps peut être en bonne santé? Comment est-ce qu'il peut bien fonctionner et être tranquille si on lui donne à manger et à boire n'importe quoi? C'est pas possible. C'est comme si vous preniez du poison toute la journée, vous n'allez pas être en bonne santé. Donc, réfléchir à son alimentation, changer son alimentation, est vraiment quelque chose de primordial et ça fait partie des premières étapes dans toutes les médecines traditionnelles. Et c'est pas pour rien. Une autre chose un peu bête, apprendre à respirer. Combien de fois par jour vous faites attention à votre respiration?
C'est une drôle de question, mais on respire entre 10 000 et 20 000 fois par jour. Combien de fois par jour vous vous êtes dit, ah tiens, comment je respire? Est-ce que j'ai une respiration plutôt avec le ventre et profonde, qui active notre système parasympathique du calme, ou est-ce que j'ai plutôt une respiration avec les épaules superficielles, qui active notre système sympathique du stress? Alors là, je peux que vous encourager à commencer à devenir de plus en plus conscient de votre respiration. Vous respirez entre 10 000 et 20 000 fois par jour, donc vous pouvez envoyer 10 000 à 20 000 fois par jour du calme dans votre corps, si vous respirez avec le ventre, avec une respiration plus profonde. Et il n'y a rien d'autre. Enfin, de toute façon, vous allez devoir respirer, donc il faut choisir entre stress et calme. Et là, on peut vraiment commencer à activer le système du calme très très fort et vraiment envoyer du calme et réguler le corps simplement avec notre respiration, sans faire aucun autre exercice. Et on peut faire ça toute notre journée, quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse comme travail, qu'est-ce qu'on soit en train de faire comme tâche dans la journée. On peut juste conscientiser la respiration pour amener du calme. Et c'est super, super efficace. Et de nouveau, ça fait partie de l'exercice numéro 1 de toutes les médecines traditionnelles. Donc c'est vraiment hyper important. Et une fois qu'on sait déjà faire un peu ces choses-là, dormir, changer son alimentation, respirer, qu'on a de la connaissance, qu'on a un peu trouvé du sens sur notre vie, on peut commencer à apprendre à contrôler notre cerveau. Alors l'hypnose et la méditation sont royales pour ça parce qu'elles ont été conçues pour vraiment apprendre à contrôler son cerveau et à faire fonctionner certaines parties du cerveau qu'on a envie de faire fonctionner, peut-être du calme, peut-être calmer le stress, augmenter, descendre une émotion, apprendre à se relaxer. Donc c'est des choses qui peuvent être faites par le cerveau. Maintenant, on peut le faire avec d'autres choses, du yoga, de la prière, du sport, de la musique, des arts. Il y a plein de manières de pouvoir travailler sur son cerveau. Mais c'est sûr que moi, j'apprécie beaucoup l'hypnose et la méditation parce que c'est vraiment conçu pour ça. Et ensuite, on peut commencer à soigner ses blessures et ses traumas. Alors, notre histoire personnelle, notre histoire familiale, notre histoire de société, notre culture, ont mis tout un tas de pierres dans notre sac à dos. Et on a le droit de les vider, on a le droit de s'en débarrasser, on a le droit d'être plus léger. Et pour ça, il faut pouvoir aller identifier toutes ces pierres qu'on a, et une par une, et ben hop, soigner les blessures, enlever les pierres, pour être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus léger. Et ça fait vraiment un bien fou. Et la dernière chose qu'on peut faire, c'est faire des choses qu'on aime. C'est quand même, de nouveau, c'est un peu stupide, mais si on fait toute notre journée des trucs qu'on n'aime pas et qui nous ennuient, est-ce qu'on peut vraiment être heureux? Probablement pas. Ce serait vraiment hyper bizarre. Donc il faut orienter notre vie pour faire des choses qu'on aime. Et c'est pour ça qu'il y a des numéros sur cette liste. Et, disons, je pense c'est assez utile de pouvoir les suivre. Si vous ne trouvez pas de sens à ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous iriez commencer à faire d'hypnose, commencer à aller voir vos blessures, vos traumas, ou changer quoi que ce soit, si pour un truc, finalement, ça ne vous plaît pas, et vous n'avez pas tellement envie de faire ça, ça ne vous parle pas. Ben, ça n'a aucun sens. Donc, on commence par trouver vers où on veut diriger notre vie, et ensuite, on apporte la connaissance. Ça sert à rien de faire des trucs si on connaît rien, parce qu'on va aller un coup à droite, un coup à gauche, on va reculer, on va avancer, donc on va rester sur place. Donc, une fois qu'on sait où on veut aller, on commence à se renseigner, à se cultiver, pour connaître un peu comment est-ce qu'on y va, comment ça fonctionne. Et ensuite, on change d'abord la base, dormir, bien manger, bien respirer. Rien qu'en faisant ça, on va soigner déjà probablement 90% de nos problèmes. Et ça va être beaucoup plus facile après d'apprendre à contrôler le cerveau et de soigner les blessures et les traumas qui demandent quand même pas mal d'énergie en ayant une base qui est vraiment saine. Donc je peux que vous encourager à utiliser à peu près cette liste dans l'ordre, disons. Alors, avec Med6, et si vous cliquez là-haut, vous pourrez avoir plus de détails. On va vous proposer des séances de soutien par l'hypnose et la méditation, donc pour les étudiants.
par Zoom, avec des liens qui seront sur les pages de Medsix, les lundis soirs à partir du 21 novembre de 18h à 18h30 et ce sera des séances gratuites. Donc ça, c'est vraiment pour pouvoir commencer à vous donner des connaissances et à travailler des techniques d'hypnose, de méditation pour le point 6, contrôler son cerveau et vous aider, vous donner des outils pour aller mieux dans votre vie. Alors on va pas faire du travail thérapeutique, on n'est pas là pour faire une psychothérapie par Zoom à peut-être plusieurs dizaines ou centaines d'étudiants, c'est pas du tout ça le principe, mais c'est vous donner des outils et si vous avez besoin de faire du travail en individuel, eh ben, Medsix pourra vraiment vous rediriger. Alors, être heureux dans les soins, ça s'apprend. Alors, on n'est pas heureux, on n'est pas malheureux, c'est pas, il y en a qui ont de la chance et il y en a qui n'ont pas eu de bol. Ça s'apprend. Si on sait comment faire pour être heureux, on a beaucoup plus de chances d'arriver à trouver le bonheur et être bien dans sa vie. Et ça prend du temps. C'est une utopie de se dire « Ah mais attends, je vais cliquer sur cette recette miracle, là, être heureux en une semaine. » Non, ça c'est des trucs à l'américaine pour vous vendre des produits, ça sert à rien, ça marche pas. Être heureux, ça prend du temps, c'est du travail sur toute une vie, c'est du travail tous les jours, c'est très régulier et clairement, c'est pas facile. Et de nouveau, on est dans une société où on nous fait vraiment culpabiliser d'être malheureux parce que on voit des exemples de gens hyper riches qui ont tout réussi, le grand sourire, les dents brillantes et tout ça, en nous faisant croire que c'est des gens heureux, ce qui est complètement faux en général, mais qu'ils ont tout réussi et tout ça, que c'était hyper facile. Non, c'est pas facile d'être heureux, c'est un mensonge. Et vraiment, ça prend du temps et il faut bosser et pratiquer tout un tas d'exercices et remettre toute sa vie en question pour pouvoir vraiment être heureux. C'est vraiment un gros job. Et je dirais que être heureux, c'est plutôt une façon de vivre. Le bonheur, c'est pas un véhicule, c'est une destination. C'est une petite citation qu'on retrouve en Asie, qui, je pense, est très juste. On va pas dans la ville du bonheur, et puis c'est super cool, la vie est fun, il y a des arcs-en-ciel, il y a des paillettes, puis dès qu'on sort, oh là là, c'est la misère partout, les gens crèvent de faim et tout ça. Non, ça, c'est du plaisir. C'est pendant un petit moment, on a pensé à autre chose, et puis quand on n'est plus dans le plaisir, eh ben, on se retrouve avec la réalité. Mais construire son véhicule du bonheur, ça permet que partout où on va, on est relativement bien. Ça ne veut pas dire qu'on va être super souriant, qu'on va toujours être bien physiquement, qu'on va toujours avoir plein d'énergie, et que quoi qu'il se passe, on sera super heureux. Non, ça veut dire qu'on va être beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme si on a une voiture qui est bien construite, même s'il y a des petits trous dans la route, même s'il y a des problèmes, on va pouvoir les aborder beaucoup plus tranquille en construisant cette voiture du bonheur pour être heureux. Et c'est vraiment quelque chose qui est possible. Alors c'est sûr que ça prend du temps et qu'on a plein de choses à faire. C'est sûr que c'est pas facile et que ça demande beaucoup d'efforts. Mais chaque petit effort qu'on fait, chaque petite transformation qu'on apporte à notre voiture, on est un petit peu mieux et du coup notre vie, elle est plus facile. Et comme elle est plus facile, c'est plus facile d'avancer et on fait plus de bien autour de nous. Et vraiment, je peux que vous encourager à vous y mettre. C'est clair que le début c'est compliqué. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à faire et ça va prendre probablement des mois, des années avant de pouvoir faire toutes ces choses. Mais plus on s'y met tôt et plus on avance et plus la vie, elle devient vraiment cool. Et je vous propose de finir sur cette slide de Mix et Remix que j'adore. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, j'y réponds très volontiers. Je peux que vous encourager à vous lancer, changer votre vie, commencer à devenir un petit peu plus heureux tous les jours. Allez-y tranquille, prenez votre temps, mais avancez, progressez, faites du bien. On a vraiment besoin de ça sur Terre et prenez bien soin de vous, ça c'est le plus important.